Salut, salut, j'ouvre un nouveau journal de lecture. Je viens clôturer le précédent et je vais pas traîner, je vais directement faire ceci même si j'ai plus de voix. En plus de vendredi, j'ai une rage de dents, c'est horrible. Je vais me faire arracher les dents de sagesse. Mais pour prendre un rendez-vous, c'est la galère de chez galère. Ma dentiste veut pas le faire parce qu'il y a mon nerf qui passe trop près et elle a peur de toucher le nerf. Donc elle veut pas le faire. Donc elle m'envoie vers l'hôpital, mais l'hôpital ça répond pas. Et je sens que ça va être une horreur pas possible. Et le paracétamol ne marche pas. Et l'ibuprofène, j'en ai pris du coup hier et aujourd'hui. Alors ça fonctionne, mais il fonctionne au bout de 3 heures après l'avoir pris. Donc, voilà, voilà. Donc puisque là j'ai pas mal, j'en profite pour faire les vidéos comme ça. Je suis sûre que c'est fait. Donc je vous disais à la fin du précédent que j'avais commencé le petit café des grands romantiques de Tash Skilton. Donc j'ai encore oublié son prénom. Sarvenaz Tash et Sarah Skilton. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Ça sera le plus simple parce que sinon c'est quand même pas évident. Tel Cyrano, Miles est doublure amoureuse. Sur les sites de rencontres, ses clients lui laissent une carte blanche pour tenter de séduire leur crush. Il a pourtant du mal à jouer les romantiques. Largué par son ex, viré de son appartement, il doit travailler au café du coin et s'y disputer une place avec une cliente odieuse. Son moral remonte lorsque, sous le profit de son client Jude, il fait la connaissance d'une fille pétillante. Zoé déteste New York. Pour survivre dans cette ville hostile en attendant de devenir scénariste, elle est contrainte de prêter sa plume aux adeptes du dating en ligne. Le tout dans un café exigu, aux côtés d'un mufle qui cherche sans cesse à lui piquer sa place. Esselée, elle se surprend à attendre jour après jour les réponses de Jude, un célibataire plein d'humour qui n'est peut-être pas celui qu'elle croit. Donc c'est une comédie romantique, c'est une romance. D'habitude je lis pas de romance parce que par principe on sait ce qui va se passer à la fin, on connaît la fin. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas mon style préféré. Mais vu qu'il était dans ma palle et que j'avais besoin de quelque chose de léger, vu que j'ai eu hyper mal ce week-end, j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me fasse sourire, qui me fasse me changer les idées, mais vraiment. Donc je suis partie là-dessus. Et franchement pour l'instant c'est très drôle. J'en suis à la page 257 sur 400. Et malgré les fautes dont je vous ai parlé, voilà, ce se lit tout seul. Il n'y a pas beaucoup de personnages. En fait, Miles et Zoé, ils ont le même travail. En fait, ils écrivent tous les deux. Ils sont porte-plume, prête-plume pour des gens qui s'inscrivent sur les sites de rencontres. Et comme ils n'ont pas beaucoup de succès, ils demandent à quelqu'un dont c'est le métier de le faire pour eux, pour avoir plus de rencontres, ou en tout cas de meilleures rencontres. Et Miles fait ça dans une agence. Et Zoé le fait, mais pour une agence concurrente. Ils ne se connaissent pas. Ils vont se rencontrer dans un café. Et ce qu'ils ne savent pas non plus, c'est que les deux personnes qu'ils coachent, en fait, ce sont comment vous expliquer ça? En fait, Zoé, elle coach Brie, qui discute en ligne avec Jude, qui est aidé par Miles. Donc en fait, voilà. Et alors que Brie et Jude sont censés discuter directement l'un avec l'autre, en fait, c'est Miles et Zoé qui se parlent et ils se plaisent beaucoup. Et du coup, ils se retrouvent dans des situations avec plein de quiproquos. Parce qu'il y a des fois, ils parlent de choses, ils oublient de le dire à Jude et à Brie. Donc quand ils se rencontrent vraiment, ils savent rien l'un de l'autre. Donc c'est assez bizarre, assez cocasse. C'est assez drôle. J'aime bien, l'humour est sympa. En tout cas, le personnage de Miles est très sympa. J'aime beaucoup ce personnage-là. Le personnage de Zoé, au début, j'avais beaucoup de mal parce que je ne comprenais pas pourquoi elle était agressive, aussi teigneuse en fait. Après, on comprend mieux. Donc voilà. En fait, moi, ce que j'aime dans les romans, c'est pas forcément comment se passe l'histoire d'amour. Souvent, c'est les personnages eux-mêmes. J'aime beaucoup savoir qui sont les personnages, la vie des personnages. Voilà, j'aime qu'on me raconte une histoire, c'est pas forcément l'histoire d'amour qui me passionne. Mais en tout cas, c'est très drôle. Hier soir, j'étais vraiment morte de rire. C'était à propos de quoi d'ailleurs? Ah, un truc bête, mais vraiment bête. À un moment, en fait, on connaît les mouchoirs en tissu, les mouchoirs
en tissu tout simple, un carré de coton. Et en fait, apparemment, alors je sais pas si ça existe vraiment dans la vraie vie, mais Miles à un moment lui prête à Zoé qui pleure un mouchoir en tissu aussi, mais c'est un mouchoir en forme de livre. Donc il y a plusieurs pages. Donc quand vous mouchez une fois, vous tournez la page et vous pouvez vous moucher sur un côté propre. Mais bon, je trouve ça quand même un petit peu dégueu. Et du coup, j'étais mort de rire parce qu'elle a manqué, en fait, Zoé, en tournant une page, elle a manqué ouvrir du mauvais côté. Donc voilà. Mais j'étais mort de rire, mais comme pas possible pour vous dire à quel point, voilà, c'est quelque chose de bête, mais c'est des choses toutes simples qui font rire. Voilà, faut pas chercher plus loin. En tout cas, moi en ce moment, c'est des trucs comme ça qui me font rire. Donc voilà, donc j'en suis à la page 257, donc un peu plus de la moitié. Je le finirai sûrement dans 2-3 jours parce que là j'ai un petit peu moins de temps pour lire aussi. Parce que je sais pas si vous l'entendez, j'ai un monsieur qui tousse à la maison. Alors il est pas à la maison parce qu'il est malade. Il est à la maison parce qu'il a pas de maîtresse. Sa maîtresse, ça fait 3 semaines qu'elle est absente. Elle aurait dû revenir hier et en fait son arrêt maladie est prolongé de 3 semaines encore. Donc au total ça fera 1 mois et demi. Et elle n'est pas remplacée. En tout cas pas aujourd'hui. Après pour les jours suivants peut-être. En fait c'est au jour le jour donc c'est vraiment pénible. C'est pénible de chez pénible et du coup il s'ennuie. Alors heureusement on n'avait pas fini de cahier de vacances cet été. Donc on l'a ressorti. Parce que il s'ennuie, sinon il demande à travailler et tout ça. Donc là il a un peu travaillé. Il est reparti jouer, je l'entends, avec les Lego. Et donc voilà. Voilà. Et c'est pas la première fois, l'année dernière, déjà, tout le dernier trimestre, il s'est retrouvé sans maîtresse. Il a vraiment pas de chance avec ses maîtresses. Et une de mes filles, l'année dernière aussi, pareil, 2 mois et demi sans maîtresse. Ça fait quand même très très long. Alors je sais qu'ils sont en manque de remplaçants, en tout cas dans notre académie. Mais je trouve pas ça normal que les maîtresses soient aussi longtemps en arrêt maladie dans cette école. Sachant qu'à la fin de l'année dernière, on a combien de maîtresses qui sont parties? On a une qui est partie à la retraite. Une qui est partie dans une autre école. Alors 2 qui sont parties dans une autre école. Et après, on en a 2 qui sont parties en tant que maîtresse remplaçante. Parce que c'était leur première année en tant que maîtresse. Et du coup, elles n'ont pas d'affectation. Et du coup, pour gagner les points, enfin... Voilà, elles sont devenues maîtresses remplaçantes pour l'académie. Et donc, on s'est retrouvés avec plein de nouvelles maîtresses en début d'année. Mais visiblement, ça marche pas beaucoup mieux cette année. Enfin voilà, donc du coup, je me retrouve avec un des enfants à la maison. Et ça va sûrement s'aggraver parce qu'en plus, il y a les microbes qui arrivent. Ils sont tous en train de tousser. Donc, je pense que le mois de décembre 2023 va être comme les 4 autres précédents avec beaucoup d'enfants à la maison pendant tout le mois. Donc, je me dis, franchement, heureusement que je travaille pas parce que je sais pas comment font les mamans qui travaillent, enfin en tout cas les mamans de familles nombreuses qui travaillent, parce que à moins que leurs enfants ne soient jamais malades, ça va être la galère pas possible. Enfin voilà. Donc j'étais en train de vous dire, donc voilà, on ouvre le carnet de lecture, enfin ce journal de lecture avec ce roman-là. Et après, je pense que je commencerai les romans de Noël, quoique on est comment? On est le 28. Ouais, ça correspondra au 1er décembre, je pourrais commencer mes premières lectures parce que finalement, je me retrouve avec 7 romans qui parlent de Noël. Et j'en ai même un... Ouais, non, celui que je dois recevoir dans pas longtemps, c'est pas un roman de Noël, c'est un roman d'hiver, mais pas de Noël. Ouais, donc j'ai hâte de les commencer, mais je vais pas lire tout d'un coup parce que normalement, si je reste sur le même rythme, je lis entre... à peu près 11-12 romans par mois. Donc là, pour Noël, je veux qu'à la fin du mois de décembre, il me reste des romans de Noël. Donc je vais pas lire tout d'un coup. Mais je vais peut-être en lire un premier quand même début décembre. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. On ira sûrement à la médiathèque demain, mais je vais pas reprendre de livres parce que j'ai pas lu ceux de la semaine dernière. En revanche, je dois recevoir une commande Vinted que j'avais complètement oublié que j'avais faite. J'ai commandé des livres et j'avais oublié après. Et après, j'ai eu la notification comme quoi la commande était partie. Voilà. Et sachant que j'ai manqué recommander le livre, parce que comme je me souvenais pas l'avoir recommandé, j'étais sur le point de le racheter. Donc, complètement là ces derniers jours.
Donc si je les reçois, enfin quand je les recevrai, je vous les montrerai. Et donc voilà, je vous dis à plus tard. Salut, ça faisait un petit moment que je vous avais pris dans la voiture. On prend les vieilles habitudes. Alors j'ai 2-3 petits trucs. Je vais vous parler déjà de ma dernière lecture terminée. Je vais vous montrer ce que j'ai pris ensuite. Et je vais vous montrer aussi 2 livres que j'ai reçus hier, que j'avais acheté sur Vinted il y a 1 ou 2 semaines. Et j'avais complètement zappé. Et donc voilà. Alors, on va commencer par... C'est pas sûr. On va commencer par celui-ci. Le petit café des grands romantiques. Donc de Tash Skilton. Publié chez HarperCollins Poche. Donc je vous avais dit que c'était une comédie romantique qui se passe à New York. On a Miles et Zoé qui travaillent tous les deux en tant que prête-plume pour des gens qui s'inscrivent sur les sites de rencontres qui ont du mal à séduire à l'écrit, et donc ils engagent ces 2 personnes justement pour espérer avoir des rencontres. Et en fait ça va bien se passer, mais Miles va un petit peu tomber amoureux de la personne à qui il écrit, et Zoé pareil. Et en fait ils ne savent pas, ils se croisent parce qu'ils habitent dans le même quartier, ils fréquentent le même café où ils passent leur journée pour écrire justement. Et ils se battent pour une table, et en fait ils ne savent pas qu'ils ont le même travail dans des entreprises, dans des agences concurrentes. Ils vont le découvrir au fur et à mesure. Et franchement c'était une comédie romantique très sympa qui coupe bien du quotidien. Voilà, c'est vraiment dépaysant, c'est rafraîchissant. Même s'il y a des fautes dans l'écriture, franchement c'est pas si dérangeant que ça. C'est dommage, mais ça gâche pas le plaisir de la lecture. Qu'est-ce que je voulais vous dire, la romance, elle n'est pas si présente que ça finalement, parce que elle n'apparaît vraiment qu'à la toute fin. Miles et Zoé ont des vies assez différentes, en tout cas des passés différents. On connaît le passé de Miles très très vite dans le roman, c'est d'ailleurs dès les premières pages. Et en revanche, Zoé, on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi, on ne le sait qu'à la fin. Et du coup, ça fait un petit suspense qui est quand même appréciable dans ce genre de roman. Et j'ai trouvé ça assez chouette. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, le personnage de Miles est franchement réussi, parce que c'est un grand romantique. Il a l'air d'être beau gosse et tout ça. Et du coup, c'est pas le stéréotype du mec viril... enfin je sais pas comment l'expliquer, enfin en tout cas voilà, j'aime bien le personnage de Miles, comment il est représenté. Il n'a pas honte d'être un grand romantique. C'est quelqu'un qui fait du sport, qui est très attentionné, même envers son ex. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Il me fait beaucoup penser ce personnage à un livre que j'ai, enfin un livre, un personnage que j'avais eu dans mes romans de Noël de l'année dernière. Comment ça s'appelait? Passé au Canada. J'ai complètement zappé. Bon, en tout cas, si vous regardiez mon autre chaîne l'année dernière au moment de Noël, vous devez savoir de quoi je parle. J'avais lu 4 romans de Noël qui se passaient avec les mêmes personnages dans la même ville. Et justement, un des personnages, je crois qu'il s'appelait Wael. Mais il me fait beaucoup penser à Miles dans ce roman-là, un peu dans le même style. Et c'est franchement très sympa. Donc j'ai beaucoup aimé. Il s'est lu assez facilement, il fait 400 pages et franchement ça se lit tout seul. Voilà, c'était une bonne découverte. Ces 2 autrices, franchement c'est très très sympa. Elles ont dû beaucoup s'amuser en l'écrivant, je pense. Il y a quand même des moments très très drôles. Et donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. Moi qui lis pas souvent de romance, et en plus quand je l'ai acheté, je m'étais dit je le lirai peut-être un jour, mais pas tout de suite. Et bien finalement, dans cette période-là de l'année, franchement c'est très très chouette, parce que c'est vrai qu'il fait sombre. On n'a pas forcément le moral parce qu'il pleut tout le temps. Donc voilà, je pense que ça fait du bien de lire ce genre de petits romans de temps en temps. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et donc... je l'ai terminé hier après-midi, et après j'ai pu en commencer un autre
Je l'ai commencé en fin d'après-midi quand j'attendais mon fils à la sortie du tennis. Et ben, j'ai continué hier soir. Il s'agit de La 13 de Laetitia Colombani. Pardon, j'ai bugué. Là, c'est au livre de poche. Alors, je l'avais depuis un bon moment dans ma palle, depuis quelques mois. Et on en avait entendu énormément de parler quand il était sorti. Il me disait bien, mais j'avais l'impression voilà, que c'était vraiment qu'on en parlait trop. Donc, je voulais attendre que ça se passe. Et là, par contre, j'ai vu hier qu'il sortait au cinéma. Et je me suis dit, s'il sort au cinéma, on va en entendre parler. Et après, ils vont me gâcher l'histoire. Donc, je me suis dit, autant que je le lise maintenant. Comme ça, je saurai de quoi il est question dans le livre. Et c'est un roman qui est quand même très court. Il fait que 230 pages. Donc, ça me paraît court pour en faire un film après. Donc, j'ai hâte d'arriver à la fin pour savoir ce qui se passe dans cette histoire. Et je me demande si... Enfin, j'aimerais bien savoir si vous regardez le film, me dire s'il est fidèle au livre ou pas. Donc, pour l'histoire, en fait, on a l'histoire de 3 femmes. Il y en a une qui est en Inde qui s'appelle Smita, qui est une intouchable. On a Sarah qui vit au Canada, qui est une grande avocate, associée dans un cabinet. Et on a Giulia, qui est en Italie, qui travaille dans l'atelier de son père. Il fabrique, je crois qu'il fabrique des perruques. Voilà, donc c'est 3 femmes, 3 vies, 3 continents. Donc pour l'instant, on nous présente ces femmes, comment elles vivent chacune de leur côté. Mais je ne sais pas en fait si elles vont se rencontrer ou pas. Voilà, c'est... Alors c'est assez tragique, en tout cas pour celle qui vit en Inde, c'est dur à lire, je trouve. Pour celle qui vit au Canada, il se passe des choses pas sympas dans sa vie. Pour Giulia qui vit en Sicile, en Italie, pour l'instant, ça me paraît celle qui a la vie la moins tourmentée, disons. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, ça se lit bien, hein, ça se lit facilement. Par contre, c'est un petit peu déroutant parce qu'on a des paroles, enfin, on a des dialogues. Mais on n'a pas les petits tirets devant les phrases qui sont des dialogues. Donc c'est assez bizarre. Au début, je me demandais si c'était des paroles qui étaient vraiment dites ou si elles étaient juste pensées. Et il n'y en a pas beaucoup, mais du coup, bah, ça perd un petit peu. C'était le premier roman de Laetitia Colombani. Je sais qu'elle en a écrit au moins un autre depuis. Mais sinon, à la base, elle est réalisatrice, comédienne et scénariste. Et elle écrit aussi pour le théâtre. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner ce livre, mais on en a tellement parlé, on a tellement dit du bien que ça doit être bien. Et donc je vais vous montrer les 2 livres que j'ai achetés et que j'ai reçus hier. Alors, je suis tombée par hasard sur Vinted la semaine dernière, ou enfin, il y a quelques jours, sur ce livre-là, Les Noëls Blancs de Christian Signol, aux éditions Albin Michel. Et ce livre-là, donc, quand j'ai vu la couverture, alors c'est pas cette couverture-là que j'ai vue en premier, c'était plutôt celle de François Zir, que j'ai retenue tout de suite et je sais que je l'ai lu il y a... c'était avant la naissance de mon premier, donc il y a au moins plus de 12 ans, je dirais, ça doit faire 13-14 ans que j'avais lu ce livre. Je n'en ai aucun souvenir, mais la couverture... c'était, enfin voilà, c'est une couverture qui ressemble beaucoup à celle-ci, c'est sous la neige et tout ça. Elle m'a rappelé un flash, enfin j'ai eu un flash de bien-être. Alors je ne sais pas si c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le livre, ou si c'est juste la couverture qui me donne cet effet-là, mais je n'en ai plus aucun souvenir. Voilà, Les Noëls Blancs, je me souviens du titre et de Christian Signol, je sais que c'est un auteur que j'ai déjà lu, il y a très longtemps, mais je n'ai plus aucun souvenir de l'histoire. Et bah, du coup, j'avais envie, enfin, je me suis dit, pour cet hiver, ça va être très très chouette à lire. En tout cas, ce sera de saison. Les Noëls Blancs. Et de plus loin qu'il se souvenait, les Noëls dans ce haut pays avaient été blancs. La neige faisait son apparition dès le mois des morts, s'en allait, revenait, restaurait la beauté des montagnes en une nuit, rendait le monde neuf, comme ce matin, ce 1er janvier du nouveau siècle, dont François attendait ingénument quelque chose d'extraordinaire qui allait changer sa vie. Donc apparemment, c'est une saga familiale, je pense. Voilà, il me faisait très envie. Du coup, je vais pouvoir le rajouter à ma palle de Noël.
Je l'avais complètement oublié. J'ai complètement oublié. En plus, tout à l'heure, j'ai préparé ma vidéo pour le Bookmas de demain. Et du coup, bah, j'avais oublié qu'il y avait le mot Noël dans celui-ci. Donc, je vais devoir refaire ma vidéo. C'est pas très grave. Et la même personne, dans sa boutique Vinted, elle avait ce roman de Stephen King, Sac d'os. Il n'était pas à la médiathèque. J'arrête pas de regarder dans le rayon Stephen King s'il y a les livres que je veux lire. Et celui-ci, ça fait un moment que j'attends qu'il soit disponible, mais ils l'ont peut-être pas, hein, parce que je le vois jamais. Et ça, c'est un des romans de Stephen King que j'ai le plus envie de lire. Les personnes que l'on aime ne meurent jamais. Depuis qu'elle n'est plus là, Mike n'écrit plus. Reclus dans sa maison près du lac, son souvenir l'obsède. Ses nuits sont des cauchemars. Entre deux mondes, égaré dans une zone incertaine, Mike la cherche. Mais elle n'est plus qu'une ombre parmi celles qui hantent le domaine de Sarah Lotz, avide de vengeance, prête à faire payer des crimes que l'on croit oubliés. Et lorsque Mike tombe sous le charme d'une fille de 3 ans et de sa mère, une jeune veuve, il ne sait pas que loin de reprendre goût à la vie, il va devoir affronter le déchaînement de forces surnaturelles et vengeresses. On nous dit que c'est le roman le plus ambitieux et le plus fort de Stephen King. Une fascinante histoire d'amour perdue et ressuscitée, Sac d'os est l'aboutissement de toute une œuvre. Voilà. Ça promet, ça promet, ça promet. Comme d'habitude, il est énorme. Il fait combien de pages celui-ci? Ah non, il n'est pas si gros que ça. Je le voyais plus gros, mais en fait non, il fait que 600 pages. Je dis que 600 pages parce que ce matin j'ai regardé les... combien faisait de pages les 2 Stephen King que j'ai lus cette année, et il faisait réciproquement 960 et 940 pages. Donc là, que 600 pages, c'est rien par rapport à ce que j'ai déjà pu lire de lui. Donc voilà, bon ça c'est sûr que je vais pas le lire en décembre, hein, je me le garderai pour plus tard. Mais voilà, j'étais contente de l'avoir acheté. Maintenant je l'ai. Hop là. Et ben je vous reprendrai sûrement demain, parce que je pense que je l'aurai fini d'ici demain. J'espère en tout cas. Comme ça je pourrai vous reprendre avant le week-end. Et donc voilà, je vous dis à plus tard. Salut, nous sommes vendredi et il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Ça n'arrête pas depuis hier soir, c'est déprimant. Je vous le dis, c'est vraiment déprimant. Heureusement que ce week-end on va mettre le sapin de Noël, comme ça va faire un petit peu de lumière, de joie et tout ça, parce que là franchement c'est très déprimant. Alors, je vous avais dit que j'étais en train de lire La Tresse, je l'ai terminé ce matin au petit déjeuner, il me restait je crois 5 pages à lire ce matin, de Laetitia Colombani. Alors, je sais pas trop ce que je dois penser en fait de cette histoire. On en avait énormément entendu parler, comme quoi c'était un phénomène, qu'il fallait absolument le lire et tout ça. Moi je dis que, que c'est un bon roman, c'est une belle histoire, mais c'est pas non plus extraordinaire. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une histoire, c'est un roman. Donc en fait, dans ce roman-là, on va suivre 3 femmes qui ne se connaissent pas et qui ne se rencontrent pas, mais elles sont liées par quelque chose qu'on ne saura que à la toute fin. Enfin, on commence à le deviner un petit peu avant, mais c'est vraiment qu'à la toute fin qu'on sait de quoi il s'agit. On suit Smita, qui est indienne, donc qui est une intouchable. On a Julia, qui est en Sicile, qui travaille dans l'usine, enfin c'est pas une usine, comment on appelle ça? C'est une entreprise familiale, un atelier qui s'occupe de récupérer les cheveux des Siciliens, et d'après ce que j'en comprends, ils fabriquent des perruques avec. Et on a aussi Sarah qui vit au Canada et qui est avocate, une très grande avocate qui est associée ou presque dans un grand cabinet. Et donc ces 3 femmes qui ont des vies très différentes, des niveaux de vie très différents, et ben on va les suivre chacune après l'autre. En fait, on a un chapitre qui est Smita, un chapitre avec Julia, un avec Sarah, et on recommence avec Smita. Et ça pendant tout le long du roman, qui est très court, hein. Il fait que moins de 230 pages. Donc on alterne comme ça les 3 parcours. On va voir les difficultés qu'elles vont rencontrer.
c'est difficile de vous en parler parce qu'il est tellement court et comme il y a 3 histoires en une, il faut pas que je vous raconte l'histoire si vous voulez le lire, sinon il n'y a aucun intérêt. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que la vie de Smita, le récit autour de Smita, était très dur à lire. Ce qui lui arrive, c'est tellement... c'est vraiment bouleversant, c'est difficile, et puis à la fin, on ne sait pas finalement ce qu'elle va devenir, on ne sait pas si elle va réussir à gagner sa liberté ou pas. En fait, c'est ça, c'est une question de liberté. Et on ne sait pas à la fin. Donc, c'était dur du début à la fin pour elle, et du coup, c'était dur à vivre en même temps qu'elle, quoi. Pour ce qui concerne Julia, j'ai trouvé que c'était celle qui avait la vie la plus facile, entre guillemets, même s'il se passe des choses pas très sympas dans sa vie, mais ça ne l'affecte pas elle directement, j'ai envie de dire. Ça se passe autour d'elle, mais c'est pas sa vie qui est en danger, donc j'ai trouvé ça moins intéressant. Et enfin, Sarah, la vie de Sarah m'a beaucoup touchée. C'était pas dérangeant à lire comme la vie de Smita, mais en revanche, je pense que c'est une question pas de tradition, c'est une question de... comment dire? En fait, la vie de Sarah, c'est celle qui se rapproche le plus de notre vie à nous. Elle est canadienne, elle est avocate, elle vit dans un univers occidental, donc c'est très proche de ce qu'on peut vivre nous. Comme ce que vit Julia, finalement, c'est quand même assez proche de ce qu'on vit. En revanche, la vie de Smita est vraiment très différente de la nôtre. Et du coup, on s'identifie moins à elle, on souffre avec elle, mais on s'y identifie moins. En revanche, Sarah, on s'y identifie très facilement. Au début, elle m'a paru un peu agaçante en tant qu'avocate, la manière dont elle gérait sa vie. Et finalement, tout va basculer d'un seul coup. Et là, on va souffrir avec elle également. Là, j'ai vraiment vu un message d'espoir, de liberté. Là, le déroulement s'est fait facilement et on le comprend. La quête de liberté aussi de Smita, c'est pareil, on le comprend, on ne sait pas comment ça va se finir, mais voilà, on est avec elle et on a envie que ça marche. En revanche, Julia, elle fait le pont entre Smita et Sarah, mais sa vie à elle n'est pas extraordinaire. Voilà. Donc je sais pas si ce que je vous raconte est intéressant ou pas pour vous. En tout cas, voilà, c'était un bon roman. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai mis beaucoup de citations. Et encore, j'aurais pu en mettre d'autres, je me suis arrêtée. Mais c'était à chaque fois des citations dans les paragraphes, enfin dans les chapitres qui concernaient Sarah. C'était pas ceux de Julia, ni ceux de Smita. C'était toujours quand ça passait autour de Sarah. Donc c'est vraiment celle à laquelle je me suis identifiée le plus et qui m'a peut-être le plus touchée, je pense. Voilà. Donc c'était la 13 de Laetitia Colombani, que je suis contente d'avoir découverte. Mais vous voyez, c'est un livre qui fait 230 pages. Et je suis curieuse de savoir comment ils ont pu en faire un film. Parce qu'en plus, il y a très très peu de dialogue. Enfin, c'est vraiment pas un livre avec des dialogues. Donc ça doit beaucoup jouer dans l'émotion, je pense, sur le film. Parce que, voilà, je le verrai sûrement un jour. Je vais pas aller le voir au cinéma actuellement. Mais je serais quand même curieuse de savoir un jour comment ils ont adapté le film. Voilà pour celui-ci. Et j'en ai commencé... non, je n'ai pas commencé un autre, j'en ai choisi un. On est le 1er décembre, donc j'aurais pu déjà commencer avec un roman de Noël. Mais je suis pas encore dans le mood de Noël et tout ça. On n'a pas encore mis le sapin, j'ai pas encore fait les calendriers de l'Avent, d'ailleurs il faut que je le fasse juste après parce qu'on est quand même le 1er. Et du coup je dis autant lire un des livres que j'ai emprunté à la médiathèque pour pouvoir le rendre le plus vite possible aussi après. Et du coup j'ai pris Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché de David Safié. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me dis que ça peut être drôle.
Voilà, pour ma lecture du week-end, ça peut être sympa. Et le prochain, après, ce sera un roman de Noël. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas si je vous avais parlé du résumé. Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. LOL, qui n'est plus un veau depuis un moment, mais encore trop jeune pour être une peau de vache, surprend Champion, taureau de son cœur, en pleine saillie avec cette garce de Suzy. Donc apparemment ça a l'air d'être anthropomorphique, ça veut dire que le personnage principal doit être la vache, qui s'appelle LOL, L-O-2-L-E. Apparemment ça a l'air très drôle, en tout cas d'après Madame Figaro et Marie-France. Donc j'attends de voir. Apparemment c'est le texte original est en allemand. Ouais, c'est traduit en allemand. À la base c'est un roman allemand. Je ne savais pas, le nom ne m'indiquait pas du tout, et ça passait très bien pour un nom français. Mais c'est un roman à la base qui est allemand. Voilà, donc je vous dirai, je reviendrai lundi ou mardi vous dire ce que j'en ai pensé, vous faire un petit résumé parce que je ne vous l'ai pas fait. Et donc voilà, je vous dis pour vous tout à l'heure, tout de suite, et puis moi dans quelques jours. Je voulais ajouter, parce qu'à chaque fois j'oublie, je pense à chaque fois trop tard, je vous le redis, je ne conserve pas mes livres. Quand c'est des livres que j'ai achetés, ceux de la bibliothèque, je les rends à la bibliothèque, ce qui est logique. Et en revanche, ceux que j'ai achetés, je ne les conserve pas. Je n'ai pas la place pour avoir une grande bibliothèque. Et je ne relis jamais, jamais, jamais mes livres. Donc, je préfère qu'ils circulent et les faire parvenir à d'autres personnes. Donc, je les remets à chaque fois sur Vinted. Pourquoi Vinted? Je trouve que c'est la plateforme la plus simple. Et donc voilà. Donc, à chaque fois que j'ai terminé un livre, dans les jours qui suivent, je mets l'annonce sur Vinted, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous allez sur mon Vinted. Si vous venez en acheter, vous me dites que vous venez de ma chaîne YouTube et je vous ferai en plus un petit prix. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est juste pour vous rappeler parce que à chaque fois, ces derniers jours, ces dernières semaines, je veux vous le dire et à chaque fois j'oublie. J'ai un quart d'heure de libre pour lire un peu. Bonjour tout le monde, je vous reprends pour clôturer ce vlog, comme ça je pourrais vous le mettre dans la journée, pas trop tard. Alors, je vous avais dit, je crois que je vous ai pris vendredi, que j'avais commencé celui-ci, donc que j'allais lire dans le week-end, c'est chose faite. Donc le titre c'est Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché de David Safier. En tout cas c'est un auteur allemand. À la base le roman est écrit en allemand, donc c'est une traduction. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est pas mal. LOL, qui n'est plus un veau depuis un moment, mais encore trop jeune pour être une peau de vache, surprend Champion, taureau de son cœur, en pleine saillie avec cette garce de Suzy. Son cœur et ses 3 estomacs en sont retournés. Et tout va naturellement de mal en pis, puisque le fermier a décidé de vendre le troupeau à l'abattoir pour en faire du steak. LOL a un cœur tendre, mais elle n'a pas vraiment envie de vérifier qu'il en est de même de sa bavette. Elle décide donc, avec ses joyeuses comparses, de s'échapper vers l'Inde où les vaches, paraît-il, sont sacrées. Alors notre héroïne justement, c'est une vache, elle s'appelle LOL, c'est une génisse, elle n'a pas encore eu de veau. Elle doit avoir à peu près 2 ans. Et dès le début, elle fait la rencontre d'un chat qui s'appelle Giacomo. Donc c'est un chat italien qui parle avec un accent italien et c'est très bien retranscrit dans le livre. En fait, c'est écrit phonétiquement quand c'est le chat qui parle. Est-ce que je vais vous trouver un extrait? Bon là je trouve pas d'extrait, mais si j'en trouve un, je vous le mettrai en photo. Donc en fait quand elle en fait la rencontre de ce chat, elle lui sauve la vie parce qu'en fait il est poursuivi par un chien défiguré, extrêmement méchant. Et c'est la vache qui va l'aider à se sauver. Et elle va après le soigner avec ses amis. Le chat va rester avec elle. Et en fait le chat va lui apprendre que le fermier a des dettes et qu'il va être obligé de vendre la ferme.
et les animaux, et que les animaux vont être vendus, qu'ils vont aller à l'abattoir et qu'ils vont finir dans l'assiette des humains. Et elle n'a pas du tout envie de ça, c'est une vache qui a des ambitions, qui a des rêves, voilà, elle veut pas finir comme ça. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, elle veut emmener ses amis avec elle. Enfin, au début, elle veut emmener tout le monde, elle veut convaincre tout le monde de prendre la fuite, mais la plupart ne vont pas vouloir prendre le risque, la plupart ne la croient pas. Et du coup, il n'y a que 3 vaches. Oui, je crois qu'il n'y a que 3 vaches qui vont accompagner LOL dans sa fuite. Elles vont être aidées du chat Giacomo. Parce que les vaches, bah, elles ne connaissent que la ferme, elles ne savent pas ce qu'il y a autour. Pour elles, c'est vraiment l'inconnu. Alors que le chat, il a l'air d'avoir un petit peu voyagé. Donc, il se propose pour les aider, être leur guide pour partir en Inde. Bon, ça se passe en Allemagne, donc elles vont voyager. Ça va être un sacré parcours. Et c'est pas juste une histoire de vache, parce que sinon ce serait trop simple, mais c'est plutôt vu comme une fable. C'est les vaches qu'on rencontre, elles ont des problèmes d'humains finalement, la tromperie, la jalousie, l'amitié, l'espoir. Elles ont une divinité qui s'appelle Naya, qui est la mère nature. En fait, nous on a Gaïa, mais en fait pour elle c'est Naya. Voilà, il y a plein de passages comme ça où ils nous parlent de leurs croyances. Ces passages-là, je les ai pas lus, c'est en italique, je les ai zappés parce que ça m'intéressait pas du tout. Et du coup, elles vont faire un périple, ça va être plus ou moins difficile, plus ou moins drôle. Il y a vraiment des scènes drôles, mais elles sont pas si nombreuses que ça. Finalement, je m'attendais à ce que ce soit plus drôle, mais en fait pas tant que ça. En revanche, bah, le chat dont je vous ai parlé, Giacomo, qui est un chat avec l'accent italien, il fait beaucoup penser au chat botté ou au chapoté. Je sais pas, je connais pas trop l'histoire. En tout cas, ça me fait penser au chat que je vois sur Netflix, que les enfants regardent, je crois que c'est le chapoté. Avec le même accent, enfin, c'est vraiment ça. Après, on a une référence à... il y a un truc avec une grenouille. On croise un prince qui a été changé en grenouille et on va faire sa rencontre. Donc il y a aussi le mythe du prince transformé en grenouille. On a quoi d'autre? On a le chien de l'enfer à un moment donné aussi. Enfin, il y a des petites choses comme ça, des petites femmes, des petites histoires, des petits mythes qui sont rajoutés. Même, je crois au début, il y a la vache de la folie qui se passe dans une forêt. Ça me fait penser un petit peu aux musiciens de Brême, sachant que je crois qu'à la base, ils partent de Brême ou ils passent par Brême. Enfin, ou alors c'est peut-être l'auteur qui vit à Brême. Donc voilà, donc c'est pas juste une histoire, il y a des... Alors, donc je disais, donc c'est pas juste une histoire de vache. Vous avez différents mythes et fables qui sont abordés dans le livre. Et autant au début, c'était pas spécialement intéressant. Donc je disais au début, c'était pas spécialement intéressant. Je m'attendais à quelque chose de plus drôle. Et finalement, vers la moitié, ou même ouais, la moitié du livre, finalement, on est pris dans l'histoire et on veut savoir ce qui va se passer parce que il va leur arriver quand même des choses un peu extraordinaires. Et bah du coup, on a envie de savoir. Donc on continue. Et vraiment, le dernier quart... on sait vraiment pas si elles vont arriver en Inde ou pas, et du coup bah, c'est là que ça prend tout son sens en fait de suivre l'histoire, parce qu'il peut arriver tellement de choses, on sait pas, parce que il y a des choses sympas qui se passent dans le livre, mais il y a quand même des choses pas très sympas, des choses assez tristes, donc on se dit l'auteur peut très bien choisir de ne pas aller jusqu'en Inde, et du coup ce sera dramatique. Et du coup, bah, on a envie de savoir le dernier quart, et c'est le dernier quart que j'ai lu le plus vite parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Et ça a été quand même une bonne lecture. Donc je sais pas si je relirai un livre de cet auteur, parce qu'il en a écrit pas mal et les titres m'interpellent quand même. Donc je sais pas, mais voilà. Il y avait des moments drôles, notamment avec le chat. Enfin franchement, le chat, il était trop drôle. Mais voilà, donc c'est pas le livre le plus drôle de l'année, mais ça change et c'était quand même assez sympa. Voilà, mon coup de cœur c'est le chat, vraiment. Et ils ont leur Casanova à eux, enfin à eux, les chats. Le chat, au lieu de l'appeler Casanova, c'est Katsanova. Donc c'est le séducteur, pardon. Alors, c'était quand même assez drôle, j'ai bien aimé. Sur Instagram, je vous ai mis quelques citations que j'ai trouvées dans le livre. Je vous ai pas tout mis parce qu'après il y en avait qui étaient
trop longue, enfin c'était vraiment l'ambiance générale qui était à prendre en compte et ça aurait fait un extrait trop long, donc je ne l'ai pas mis. Mais voilà, bon, j'ai bien aimé. Je relirai peut-être d'autres livres de lui parce que voilà, ça aborde quand même pas mal de sujets assez intéressants, même si c'est raconté sous forme de fable. Et du coup, bah, hier après-midi, j'ai commencé mon premier roman de Noël. Voilà, je vous ai laissé choisir sur Instagram ma lecture, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Là, je vais clôturer ce vlog-là. On est lundi matin. Et du coup, bah, je vais vous reprendre un petit peu plus tard dans la journée pour vous parler de ce livre-là.